Ok. Bonsoir à tous. Si ce sera plus simple, bienvenue à l'atelier 11 Cité Falguière. Merci d'être venus par ce froid et cette nuit terrible ce soir. Ça nous met dans les conditions pour revenir dans ce voyage qu'on va faire dans le passé. Je vais juste commencer par introduire du coup la directrice conservatrice du musée Zadkine. Donc Cécilie Champigny qui est juste ici. À toute l'équipe de la Cité Falguière d'accueillir cette table ronde qui a été organisée avec le musée Zadkine à l'occasion de l'exposition Modigliani-Zadkine, une amitié interrompue, qui a lieu jusqu'au 30 mars, que vous avez peut-être déjà vu ou que sinon, bien sûr, je vous invite à aller voir. Et c'est vrai qu'autour de cette exposition, on a pensé toute une programmation de conférences et de tables rondes. Et cette table ronde, ici même, à la Cité Falguière, ça nous tenait vraiment à cœur. Donc c'est pour ça que je vous remercie vraiment d'avoir partagé cette envie. Et c'est important parce que c'est vrai que la Cité Falguière, c'est une des rares cités d'artistes qui a survécu, où sont passés énormément d'artistes, mais vous allez nous raconter tout ça, devenu mythique aujourd'hui de l'école de Paris, dont Modigliani, qui a fait ses sculptures, enfin certaines de ses sculptures dans la cour. Enfin voilà, il y a évidemment toute une belle histoire autour de ces sculptures de Modigliani à raconter ici. Donc voilà, c'est vraiment un événement tout à fait exceptionnel. Et nous sommes tous ravis de pouvoir l'organiser. Donc merci beaucoup. Et puis je vais vous laisser donc la parole pour ce soir. Voilà, merci. On remercie grandement le musée Zadkine pour cette opportunité pour la Cité Falguière. Donc on se retrouve ce soir au cœur de Montparnasse pour revenir sur une période passionnante, multiculturelle et cosmopolite. Le Montparnasse d'il y a un siècle, grâce à donc deux institutions qui œuvrent à la valorisation de cette période-là, donc comme vous l'expliquez, le musée Zadkine et l'association L'Air Art, qui occupe aussi l'atelier 11 pour des résidences artistiques donc d'art et de recherche internationale dans l'atelier dans lequel nous nous trouvons. Donc l'association Cité Falguière, qui vous accueille ce soir, est créée dans les années 1980 en même temps que le musée Zadkine, donc pour protéger les ateliers de la Cité Falguière, donc toute la rue dans laquelle on est ce soir. Donc il y a un espace architectural ayant accueilli une cohorte d'artistes internationaux, dont Modigliani, c'est aussi pour ça que l'on est là ce soir, depuis la fin du 19e siècle, c'est ça, pardon, excusez-moi. Donc, l'intention est la même, donc valoriser les espaces de travail, mais également l'histoire et les habitants qui ont vécu dans ces murs. Donc, l'association Cité Falguière travaille maintenant depuis 3 ans avec l'association L'Air Art dont je parlais pour continuer de mettre à disposition cet atelier pour des artistes contemporains et réussir à faire vivre ces 150 ans d'histoire, puisque l'atelier fête son anniversaire en janvier, c'est 150 ans. Une belle étape pour le lieu. Ce soir, du coup, pour vous transporter et vous faire voyager dans le temps, nous avons 3 historiennes de l'art, membres de l'association Cité Falguière. Donc Stéphanie Nadalo au milieu, vice-présidente de l'association, et historienne de l'art, chercheuse et professeure et directrice à Parsons Paris. Ses recherches se focalisent donc sur la construction des communautés cosmopolites dans l'histoire et aussi de nos jours. Ensuite, on accueille également Sofia Glukova, membre du bureau de l'association, historienne de l'art et chargée de recherche à l'association des Amis de Marc Chagall. Et enfin, Eva Bobrovska, historienne de l'art et chercheuse indépendante pour la Terra Foundation of American Art. Donc, dans le cadre de l'exposition, comme expliqué tout à l'heure, Zadkine et Modigliani, une amitié ininterrompue, Sofia, Stéphanie et Eva vont présenter du coup différents aspects de la vie artistique de Modigliani et ses liens avec la scène artistique parisienne du début du XIXe siècle, en commençant par son déménagement de Montmartre à Montparnasse. Ou peut-être pas. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus assister à cette table ronde intitulée donc Modigliani, la Cité Falguière et le Montparnasse international.
Je voudrais donc ouvrir cette séance par une petite communication sur Modigliani et Montparnasse, en se focalisant notamment sur ses amitiés avec les sculpteurs. Parce que ça sera une série de petites communications de 15-20 minutes, donc on va un peu rétrécir le sujet. Et nous sommes donc, comme vous l'avez bien compris, à la cité Fallières, qui est une cité des artistes, à l'instar de la Ruche, située non loin d'ici, dans le quartier de Montparnasse. Donc, pour les repères un peu spatio-temporels avant de commencer, Modigliani arrive à Paris en 1906. Après avoir vécu à Montmartre, au nord de la ville, il s'installe donc à Montparnasse, où il vit entre 1909 et 1914. Avant de retourner de nouveau à Montmartre. On sait qu'il change plusieurs fois d'atelier à Montparnasse, mais qu'il passe un temps considérable ici à la cité Fallières, au numéro 14 plus précisément, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qu'on est ravi de représenter via cet atelier 11 qui reste encore vivant parmi toutes ces cités Fallières et qui la représente d'une certaine façon, et dont on aura d'ailleurs l'occasion de voir des merveilleux plans architecturaux que Stéphanie Nadalo va vous montrer tout à l'heure, donc pour se plonger un peu plus dans aussi l'architecture et l'aménagement de ces ateliers. Et cette période montparnassienne dans l'œuvre de Modigliani permet de se rappeler qu'il aspirait à cette époque-là à devenir sculpteur. Et pour cette raison, donc, j'ai décidé d'aborder cette histoire sous le prisme des amitiés de Modigliani avec les sculpteurs, notamment Constantin Brancusi, Jacques Lipchitz et aussi Zadkine. En s'appuyant surtout sur leurs témoignages directs, que je trouve très précieux et qui sont en fait les sources primaires que je trouve toujours intéressant de mettre en lumière, même si certes ces sources premières sont empreintes de subjectivité, etc., mais ils restent néanmoins tout à fait précieux. Donc, on va commencer par Modigliani et Brancusi. Modigliani rencontre Brancusi en 1908 ou 1909. Les sources divergent là-dessus. Peu après l'arrivée de Modigliani à Paris en 1906, tandis que Brancusi est déjà présent à Paris dès 1904. C'est le peintre Henri Doucet qui présente d'abord Modigliani au docteur Paul Alexandre, dont vous avez sans doute entendu parler, qui deviendra mécène et ami de Modigliani et qui l'introduira auprès de Brancusi, donc pour lequel Paul Alexandre il a beaucoup d'estime et dont l'œuvre il apprécie. Donc c'est comme ça que Modigliani et Brancusi se rencontrent. Et il faut savoir qu'à cette date, Brancusi a déjà exposé au Salon d'automne de Paris, où il s'est fait remarquer par Auguste Rodin, dont la sculpture intéressait beaucoup Modigliani. Mais nous allons encore l'occasion de revenir un peu sur ce que Modigliani pensait véritablement de la sculpture de Rodin, quand on parlera notamment de Lipchitz. Donc Modigliani noue une vraie amitié avec le sculpteur roumain de 8 ans plus âgé que lui, qui l'aidera, qui lui trouvera un atelier et qui l'aidera également à organiser une de ses premières expositions des sculptures en 1911. Alors cette exposition, on n'en connaît pas énormément de choses. On sait qu'elle a eu lieu dans un atelier près du quai d'Orsay et que c'était une exposition avec de deux artistes de Modigliani. Donc il y avait cette sculpture de Modigliani et d'Amadeo de Sousa Cardoso, qui est un artiste portugais, également résident de la cité Fallières. Donc, pour ensuite se plonger un petit peu dans cette relation avec Brancusi et dans cette amitié, je voudrais vous montrer cette carte postale qui est que je trouve très touchante et amusante. Donc, c'est en été 1909, avant de partir à Livourne et à Sienne, que Modigliani envoie cette carte postale à Brancusi, qui, malgré son invitation généreuse de l'accompagner en Italie, reste à Paris. Donc, je cite cette petite carte. « Mon vieux Branque, dans un mois, je vais revenir.
À bientôt donc, et avec impatience, le plaisir de te recauser, ami Modigliani. Donc c'est un petit mot assez court, mais que je trouve assez charmant, avec une petite désinvolture, mon vieux Branque, qui montre aussi la familiarité finalement et la complicité entre les deux artistes. Donc, pour l'œuvre sculpturale, on sait que Brancusi a eu une influence considérable sur Modigliani. Il le soutient, il le conseille dans sa pratique de la sculpture. Et son œuvre influence celle de Modigliani, peut-être pas tout à fait au niveau stylistique, mais en tout cas pour la question technique, notamment en ce qui concerne la taille directe, mais on va encore y revenir. Modigliani sculpte donc en taille directe des têtes archaïsantes. Il s'inspire beaucoup de l'Égypte, de la sculpture khmère et de l'art africain. C'est des références qu'on cite assez fréquemment par rapport à cette production, donc on sent vraiment ces inspirations extra-occidentales qui sont fusionnées d'une façon tout à fait inédite et originale dans les sculptures de Modigliani. Les traits de ces têtes de femmes et d'hommes allongés sont construits sur une verticale à la manière d'éléments d'architecture. Ces têtes ovoïdes et allongées rappellent de loin quand même des sculptures de Brancusi, mais elles paraissent probablement un peu moins épurées, moins abstraites aussi d'une certaine façon. Et le corpus de son œuvre, il restera quand même assez fermé sur lui-même. Donc ces sculptures également, elles vont être exposées au Salon d'automne de 1912, cette sculpture, donc ça donne une très belle visibilité aussi à ce travail de Modigliani sculpteur. On sait que pendant cette période, il est très absorbé par les sculptures, ce qui aussi se reflète dans son œuvre, dans ses dessins qu'il réalise durant cette période, où on voit beaucoup de têtes de cariatides, etc. Les beaux dessins que vous avez pu d'ailleurs probablement voir au musée Zadkine dans l'exposition actuelle. Mais au-delà d'un dialogue artistique, il y a aussi une affinité amicale, et je voudrais en profiter pour citer une anecdote racontée par Brancusi et citée dans un livre de Pontus Sultan. Un soir, raconte Brancusi, des artistes de la cité Fallières se sont cotisés pour acheter 2 tonneaux de vin et ont invité des amis. On a fait la fête, on a dansé, on a virevolté autour des tonneaux en chantant. Quelqu'un a proposé d'aller au hall pour une soupe à l'oignon. Nous l'avons fait, arrosé de beaucoup de vin. Alors que nous sortions tous d'une taverne, nous nous sommes détachés, Modigliani et moi, de l'équipe et avons pris un de ces paniers de légumes que le maraîcher déposait sur les trottoirs à l'époque. Nous étions là à distribuer des légumes à tous les passants sur notre passage. Nous sommes de retour à Montparnasse. Nous étions en train d'allumer un lampadaire pour décrocher l'enseigne d'un coiffeur quand la police est arrivée en courant. Maudit s'est enfui, mais ils m'ont attrapé, enfermé, confisqué mes papiers. Je me suis débattue, j'ai insulté les flics. Ils m'ont jeté un seau d'eau au visage. Comme j'insistais pour voir le chef de la police, ils m'ont menacé de mettre dans un fourgon qui passait tous les matins pour se rendre au commissariat. Ce raisonnement m'a immédiatement calmée et au petit matin, ils m'ont mis dehors. J'étais dans un tel état que j'ai attendu l'ouverture d'un magasin de vêtements et je me suis acheté un imperméable pour pouvoir passer devant mon concierge sans perdre la face. Donc ce témoignage, cette anecdote un peu tragicomique de Brancusi, voilà, sur cette soirée bien arrosée en compagnie de Modigliani, reflète aussi bien cet esprit de camaraderie qui règne alors à Montparnasse lorsque les artistes ne sont pas absorbés par leur travail. Donc voilà, ça donne un peu, ça plante un peu le décor. Modigliani et Lipchitz. Donc Jacques Lipchitz est un sculpteur d'origine juive lituanienne, naturalisé français puis américain. Les deux artistes se rencontrent en 1913 dans les jardins de Luxembourg, plus précisément, où ils sont présentés l'un à l'autre par le poète Max Jacob, qui était leur ami en commun.
Et donc Lipchitz, lui, comme beaucoup d'artistes et de poètes qui ont côtoyé Modigliani, a laissé aussi des traces écrites. Et donc il y a un petit livre sur Modigliani qui est très intéressant d'ailleurs, qui est publié en 1954. Donc dans ce livre, Lipchitz décrit leur rencontre et sa première visite de l'atelier de Modigliani à la cité Fallières, où il découvre pour la première fois ses sculptures. Je cite Lipchitz. Nous liâmes, voilà, vous pouvez d'ailleurs suivre sur l'écran, nous liâmes connaissance le jour où Max Jacob nous présenta l'un à l'autre. Modigliani m'invita à aller voir dans son atelier cité Fallières. À cette époque, il faisait de la sculpture et bien entendu, j'étais fort curieux de voir ses œuvres. Quand j'arrivais chez lui, c'était le printemps ou l'été, il travaillait dehors. Plusieurs têtes de pierre, 5 peut-être, étaient posées sur le sol cimenté de la cour devant l'atelier. Il était en train de les réunir. Il me semble que je le vois encore, penché sur ces têtes. Il m'expliquait que dans son idée, elles devaient former un tout. Je crois me rappeler qu'elles furent exposées quelques mois plus tard, la même année, au salon d'automne, échelonnées comme des tuyaux d'orgue pour réaliser la musique qui chantait dans son esprit. Donc c'est juste attirer votre attention après cette belle citation sur deux points, c'est que effectivement elle travaille donc dehors dans une cour intérieure devant l'atelier à la cité Fallières. Vous allez d'ailleurs tout à l'heure voir les plans, donc vous allez pouvoir visualiser cela. Et puis ce qui me semble aussi intéressant, c'est que il souligne quand même que ces sculptures étaient destinées à être lues comme un ensemble, comme en tout, et même il y a un témoignage qui figure d'ailleurs dans l'exposition de Jacob Epstein là-dessus, qui disait que parfois Modigliani allumait les bougies et mettait sur les têtes de ses sculptures à la cité Fallières, de sorte que ça formait une sorte de temple primitif. Donc il y a vraiment cette idée aussi d'inscrire ces sculptures dans un à la fois espace architectural et aussi une dimension spirituelle, si je peux dire, en tout cas derrière cette pensée créatrice de Modigliani sculpteur. Ce qui est intéressant aussi dans les témoignages de Lipchitz, c'est qu'il nous fait part aussi de ces discussions qu'il a pu avoir avec Modigliani sur la sculpture. Et donc c'est assez c'est des réflexions assez curieuses qu'il reporte. Donc pour Modigliani, d'après Lipchitz, selon Lipchitz, la sculpture était malade et elle est devenue très malade avec Rodin et sous son influence. Donc il y a une sorte de, il avait en tout cas selon ses témoignages, une vision un peu comme si la sculpture était en décadence, et pour Modigliani, la solution, l'une des raisons de cela, entre autres, c'était que il y avait trop de modelage avec de la terre glaise, trop de boue. C'est une citation. Et donc pour lui, la solution se trouvait dans la taille directe de la pierre. Et pour cela, d'ailleurs, je pense qu'il y avait aussi une certaine influence de Brancusi, qui aussi, lui, travaillait en taille directe de la pierre. Donc Lipchitz n'était pas du tout d'accord avec ces raisonnements. Déjà, elle pensait pas que la sculpture était sur une voie de décadence, ni il ne pensait pas non plus que la taille directe pouvait résoudre quoi que ce soit. Mais en tout cas, Modigliani, lui, il était c'était ça, c'est vraiment son idée. Ensuite, donc, il avait aussi rapporté que il y avait cette pensée de Modigliani que la texture de la pierre, à savoir qu'il s'agisse d'une pierre tendre ou dure pour le sculpteur, que ça n'avait pas d'importance, que pour lui c'était finalement l'artiste qui était capable de donner de la vigueur même à une sculpture en pierre tendre, et inversement que la pierre dure et pouvait avoir un aspect beaucoup plus assoupli que sa texture ne le présage. Et donc oui, c'est vraiment c'est une pensée en fait en quelque sorte de la matière, et finalement qui traduit aussi cette pensée un peu
de l'artiste romantique finalement, qui est guidé par son sentiment et qui est capable, oui, de surpasser en quelque sorte la résistance ou en tout cas les qualités propres à la matière, à la pierre pour le sculpteur en l'occurrence. Ensuite, donc, voilà, c'est encore quelques vues de ces sculptures de Modigliani. Enfin, pour Lipchitz, je voulais quand même en profiter pour raconter rapidement le contexte de la création de ce double portrait de Lipchitz avec sa femme Berthe. Donc, en 1916, Lipchitz signe un contrat avec le marchand Léonce Rosenberg. Il a donc un petit peu d'argent et par ailleurs, il est récemment marié avec sa femme Berthe Kittresser, de son nom de naissance. Il demande à Modigliani de réaliser leur portrait, leur portrait de noces, on peut dire. Modigliani lui répond: mon prix est de 10 francs la séance et un peu d'alcool. Donc le lendemain, à 1h, après avoir réalisé plusieurs croquis, plusieurs esquisses, Modigliani vient chez Lipchitz avec une toile et une boîte de peinture. Donc il travaille assidûment et attentivement à ce portrait, en s'interrompant de temps en temps pour prendre une gorgée d'alcool. C'est toujours le récit de Lipchitz qui est assez coloré. À la fin de la séance, qui a juste pris une demi-journée, donc Modigliani dit: voilà, je suppose que c'est fini. Mais Lipchitz, il avait quelques scrupules d'avoir ce portrait pour le prix modique de 10 francs. Et donc, il a insisté mais il a trouvé un prétexte pour que Modigliani poursuive ce travail, tout simplement, parce qu'il avait de la peine de lui payer seulement 10 francs. Donc, il a insisté pour avoir plus de séances et d'après Lipchitz, finalement, c'est peut-être le portrait qui a pris le plus de temps à Modigliani, qu'il a fait pendant 2 semaines alors qu'il travaillait d'habitude de façon, en tout cas, beaucoup plus rapidement. Mais d'ailleurs, avant de poursuivre, Modigliani lui répond: eh bien, si vous voulez que je gâche tout, je peux continuer. Et donc, il a continué, mais je pense que le résultat n'est pas si mal. Donc, il ne l'a pas vraiment gâché. Mais en tout cas, Lipchitz, il a dû se séparer de ce double portrait parce que à un moment, il a besoin en fait, il souhaite récupérer ses sculptures auprès d'un marchand. Et en échange, le prix demandé est trop élevé et donc il doit se séparer de ce portrait qui se retrouvera finalement et qui se trouve aujourd'hui à l'Art Institute of Chicago. Enfin, pour cette série d'amitiés, je voudrais dire quelques mots sur Modigliani et Zadkine, même si évidemment l'exposition dévoile merveilleusement bien cette amitié interrompue entre les deux artistes, notamment leurs influences mutuelles. Vous voyez donc sur ce slide, il y a le portrait de Zadkine dessiné par Modigliani. Il y en a beaucoup d'autres. Ce portrait est actuellement visible dans l'exposition si vous l'avez pas encore vu. Là, par exemple, c'est également tiré de l'exposition. C'est un très bel exemple de ces confluences, de ce dialogue artistique entre les deux artistes. Notamment aussi entre les différentes techniques, donc la sculpture de Zadkine à gauche et le dessin de Modigliani à droite. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais simplement citer quelques passages de Zadkine, car l'année où ils se rencontrent, en 1913, elle marque aussi la fin de la période de Modigliani à Montparnasse, que l'artiste quittera en 1914. Et dans ses souvenirs de Zadkine, vous allez probablement le sentir, il y a des notes très mélancoliques et donc on pressent un un changement qui est aussi l'avènement de la Première Guerre mondiale et qui, pour Modigliani, le moment où on commence à entrevoir l'abandon progressif de la sculpture. Je cite Zadkine qui décrit donc leur première rencontre. C'était au printemps 1913. Montparnasse vivait ses derniers jours de tranquillité en tant que quartier anglais avant que ne se lève l'avalanche qui bouleversera tous les recoins et détruisit tout.
Ce printemps-là, je rencontrais Modigliani pour la première fois. Il venait d'Italie et portait un costume de velours gris. Ses traits étaient caractéristiques. Des cheveux d'un noir de jais encadraient son front puissant et son menton parfaitement rasé projetait une ombre bleue sur son visage de couleur ivoire. Modigliani voulait maintenant se consacrer à la sculpture. Bon, je pense que c'est un peu avant, effectivement, qu'il abandonne. Il ne voulait pas habiter Montparnasse et tous ses vieux tableaux se trouvaient dans un hôtel, c'était Falières. Il avait maintenant un atelier au 216 boulevard Raspail et j'allais le voir et voir ses sculptures. Ensuite, donc là, il s'agit effectivement de la fin de son séjour à Montparnasse. Il mentionne les tableaux qui se trouvent encore à la cité Falières, même si l'artiste, lui, se déplace boulevard Raspail. Je continue la citation. Il reprit des dessins et me montra ses sculptures, des têtes de pierre qui étaient des ovales parfaits, des œufs de forme parfaite sur le côté desquels le nez se projetait comme une flèche vers la bouche que, par honte, il n'acheva jamais, pour une raison mystérieuse jamais révélée. Peu à peu, sa passion pour la sculpture s'est estompée. Les portraits de Rivera, Kissling, Soutine ont remplacé des têtes de pierre qui étaient toutes visibles dehors, inachevées, baignant dans la poussière d'une cour parisienne et se confondant avec la poussière glorieuse. Une grande statue de pierre, la seule qui les sculptait, gisait, le visage et le ventre tournés vers le ciel gris. La bouche inachevée semblait pleine d'indicible terreur. Donc, on sent que effectivement, il y a des notes très sombres de Zadkine, mais je pense que, ça peut se comprendre, d'autant plus que lui, il sera mobilisé à la guerre, il sera gazé, donc il va vraiment vivre ce moment, je pense, comme un moment très 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 difficile. Mais voilà, donc on note déjà, il y a des témoignages qui notent cette fin progressive de la sculpture de Modigliani. Donc nous avons vu ces trois amitiés avec les trois illustres sculpteurs, et à la lumière de leurs témoignages, on a pu entrevoir le rôle qu'ils ont pu jouer dans le parcours de Modigliani, et inversement le rôle que Modigliani a pu jouer dans leur vie. Brancusi est à la fois une inspiration pour Modigliani et une figure protectrice d'une certaine manière. Je vais un peu vite, évidemment, mais qui l'aide à produire, à exposer ses premières sculptures. Lipchitz est un sculpteur un peu plus jeune que Modigliani, et c'est un ami qui lui permet de confronter ses idées, me semble-t-il, et aussi il y a une sorte d'émulation du sculpteur, une sorte de confrontation des idées assez stimulante. Enfin, l'amitié entre Modigliani et Zadkine fait objet de cette belle exposition que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore été fait, mais qui décrit bien, qui met en lumière ce dialogue enrichissant entre les deux artistes et surtout l'influence que la sculpture et même l'œuvre tout court de Modigliani aura sur l'œuvre de Zadkine. Je vous remercie de votre attention et passe la parole à Stéphanie Nadalo. Bonsoir. Au début des années 1900, des artistes du monde entier venaient à Paris avec les grandes ambitions, mais des ressources financières très modestes. Pour eux, les colonies artistiques comme La Ruche ou la Cité Falguière constituaient des points d'entrée essentiels dans la scène artistique parisienne. Bien que ces modestes ateliers offraient peu de confort matériel, ils restaient abordables. De plus, la concentration d'artistes internationaux offrait aux nouveaux arrivants l'opportunité d'y s'immerger dans une communauté dynamique, multiculturelle et créative. Donc, l'histoire et l'importance de La Ruche sont relativement bien connues. Fondée en 1902 par la sculpteur académique Alfred Boucher, La Ruche, située à la rue d'Anzig, dans le sud du 15e arrondissement, est devenue un refuge créatif pour de nombreux artistes associés à l'École de Paris, y compris bien sûr les sculptures notables mentionnées par ma collègue Sophia. Brancusi, il avait un atelier de 1904, Lipchitz en 1909 et Zadkine brièvement en 1911.
Par contre, la communauté artistique de la cité Falguière est moins connue, mais elle possède une histoire encore plus ancienne. Fondée par Ernest Bruyot, technicien et proche collaborateur de la sculpteur Alexandre Falguière, la construction a commencé en 1875 avec une série d'ateliers abordables situés dans l'impasse où vous êtes arrivés ce soir. Nous nous trouvons actuellement dans l'atelier numéro 11, voilà, qui date de cette phase initiale de la construction. On peut observer que cet atelier a été conçu pour accueillir des sculptures. Donc, notez bien les larges fenêtres et en particulier ceux qui s'ouvrent en double hauteur sous la porte. À l'époque, les sculpteurs travaillaient souvent à une échelle monumentale, ce qui rendait cet aménagement indispensable pour déplacer les œuvres. Et la mezzanine permettait aux sculpteurs de voir leur travail sous plusieurs angles. En 1901, la rue, anciennement appelée Impasse Fremin, a été rebaptisée Cité Falguière. Et en 1906, la communauté s'est considérablement agrandie lorsqu'une veuve entreprenante nommée Franceline Tepaz a financé la construction des ateliers supplémentaires tout autour d'un grand bâtiment à l'époque déjà existante, qu'elle a transformé en hôtel dortoir pour les artistes. Et c'est ça qu'on appelle, c'est vous un peu, la Villa Falguière numéro 14. Il y avait aussi des espaces d'atelier dedans. Donc, là, Madame Tepaz digérait le projet de construction, elle a signé tous les papiers, et après, elle travaillait comme concierge de le bâtiment. Et sur cette photo de l'entrée, je crois qu'on voit elle à côté de l'enseigne indiquant atelier à louer. Lorsque Modigliani a aménagé à 14 Cité Falguière en 1909, la Cité Falguière comprenait une trentaine d'ateliers partagés et au fil des années, on a accueilli des centaines d'artistes français et étrangers. Le peintre japonais Fujita était en résidence au même moment que Modigliani, tandis que le peintre bélorusse Chaim Soutine s'est installé un peu après. Ces deux artistes ont laissé des témoignages pictoriaux précieux de la cité pendant leur séjour. Alors que l'importance de la cité Falguière reste largement, à mon opinion, sous-étudiée, une situation aggravée par les démolitions de quartiers pendant les années 1960. Heureusement, les expositions muséales récentes intègrent souvent la cité Falguière dans leurs cartes, chronologie et étiquettes. Et bien sûr, Modigliani Zedkin, une amitié interrompue, va encore plus loin et incluant la cité Falguière dans un panneau interactif sur Montparnasse. Donc, je vous conseille tous à découvrir ça, en plus. Donc, en tant qu'historienne de l'art, mais aussi présidente de l'association Cité Falguière, je me réjouis de chaque mention de la Cité Falguière, mais je crois que l'histoire mérite d'être étudiée en manière plus approfondie. Donc, pour le reste de ma brève présentation, je vais vous présenter quelques axes de ma recherche actuelle, fondés sur les documents primaires, qui offrent un éclairage plus riche sur les échanges créatifs et interculturels ayant émergé entre ces murs. Bien si la Cité Falguière apparaisse dans la biographie mythifiée de Modigliani, publiée par André Salmon en 1957, je vais me concentrer sur une source qui, jusqu'à présent, a été plutôt négligée par les historiens d'art francophones et anglophones, peut-être parce que c'est rédigé en portugais. En fait, ce petit livre, intitulé 14 Cité Falguière, a été publié à Lisbonne en octobre 1930 pour l'artiste portugais Diogo de Macedo. Dans ces 77 pages, il raconte avec émotion ses expériences, à la fois belles et difficiles, en tant qu'une jeune artiste résidente à la Cité Falguière entre 1911 et 1914. Le texte, illustré par lui-même, relate en détail ses interactions avec les artistes de la communauté. Donc, en examinant certains passages de ses mémoires de plus près, nous avons le privilège de découvrir la vie créative et les habitudes personnelles des figures clés de la cité, bien sûr Modigliani, Fujita, d'autres. Et bien que Zadkin n'était jamais résidente à la Cité Falguière, il déposait d'un atelier à proximité,
En 1912, il déménage à 114 rue de Vaugirard, donc pas loin. Donc, l'analyse de ce texte approfondira aussi notre compréhension de la cité Falguière, mais aussi, j'espère d'apporter un petit nouvel éclairage sur l'amitié interrompue entre Modigliani et Zadkine. Donc, Diego de Macedo avait 20 ans quand il est arrivé à Paris en octobre 1911. Il venait de terminer ses études à l'école des Beaux-Arts à Porto et il est venu à Paris pour suivre des cours avec Antoine Bourdelle à l'Académie de la Grande-Chaumière. On peut regarder dans ses œuvres l'influence de Bourdelle ici. Donc, jeune et impressionnable, Macedo ne parlait pas français à son arrivée et sa première impression de la cité Falguière n'était pas prometteuse. La première personne qu'il rencontra fut le concierge, une dame qu'il est décrit comme très grosse, en plus, la vieille Madame Tépaz. Il m'a accueilli de manière exubérante. Il m'a mis les clés d'une cage numéro 9, à gauche, en bas, en premier étage du cours, dans un pavillon isolé. Dans ces pièces lugubres, 2 compartiments avec une grande chambre, sans électricité ni chauffage, j'ai reçu mon baptême d'inconfort. C'est alors que j'ai pris connaissance de la valeur du mot « maman ». C'est très dramatique. Donc, malgré ces conditions difficiles, il y avait une véritable camaraderie à la cité Falguière et de nombreuses opportunités de rencontrer de nouveaux amis internationaux. Macedo offre des riches portraits de plusieurs célébrités du quartier, Joseph Bernard, Fujita, Oscar Maïchanenov, Samuel Granowski, je peux continuer. Bon, la diversité de ce groupe était typique de la cité Falguière. Dans un article publié en 2015, l'historien de l'art italien Alessandro De Stefani a réalisé un inventaire des résidents de la cité Falguière entre 1906 et 1914. Et selon ses estimations, autour de 82% des résidents de la cité Falguière étaient étrangères. Et l'âge moyen avait autour de 26 ans. Il y avait très peu de femmes en plus. Donc, les artistes français s'est mélangé avec des artistes venus de Hongrie, Portugal, Suisse, Japon, Allemand, Mexique, Ukraine. Je peux continuer. Bon, sans surprise, dans le contexte de Macedo, Modigliani occupe une place centrale. Macedo décrit sa rencontre avec Modigliani lors de son 12e jour à la cité. Comme mon français était défaillante, il s'exprime en espagnol pour me manifester sa sympathie envers le nouveau Malcuino. Donc, Macedo raconte avec des détails très riches la phase intense de l'expérimentation de Modigliani avec la sculpture. Il écrit, Modigliani était peintre, mais quand je l'ai rencontré, il traversait une période de doute, s'est demandé quel chemin emprunter pour plus de vérité, de certitude. Macedo offre un témoignage très détaillé de la lutte de Modigliani pour créer la cariatide, qui fait désormais partie de la collection de MoMA à New York. Il décrit Modi travaillant dans le cours de la cité Falguière, où le rangement des escaliers permettait à ses voisins de voir et de tendre chaque coup. Il a écrit Modigliani, la torse nue comme un esclavage, la règle et le crayon en action, équissé en cariatide, accroupi sur les 4 faces latérales du rocher, que nous supposons être destinés à être sculptés en bas-relief, en gardant les plans perpendiculaires, comme celle de cette sculpture que Brancusi avait placée sur une tombe à Montparnasse. Mais non! Ciseaux en main, les dents serrées, le dégrossissage commença immédiatement. Chaque coup de marteau était un éclat de pierre, chaque geste était un morceau qui prenait forme. Ainsi, en une semaine, sort de prestation des dormeurs et de la concierge, Modi fut naître entièrement une cariatide. Contorsionné, le visage de côté, les bras levés, l'angle droit, ses seins noirs tombant en pointe. Une belle statue enfin qui reste là, dans le cours, mois après mois, inachevée, car la fatigue avait terrassé le tailleur de pierre, la soif avait comporté ailleurs, et l'œuvre n'était pas sortie comme il avait rêvé. Donc, le cariatide n'était pas le seul œuvre d'art abandonné dans le cours derrière. Macedo a décrit cet espace derrière comme un cimetière de luxe et de rêves. De toute évidence, le texte de Macedo prend plaisir
à découvrir la force créatrice de Modigliani. Et dans certains de ses propres dessins, on peut aussi discerner une influence un peu modiglianesque, on peut dire. Donc, toutefois, Macedo n'idéalise pas Modigliani. Et son récit inclut plusieurs épisodes très peu flattantes et même troublantes. Donc, attention. Par exemple, Macedo raconte un incident survenu à la cité Falguière lors d'une soirée de bacchanal de bon marché. Donc, Macedo, accompagné de l'artiste brésilien José de Andrade et l'artiste portugais Armando Basto, témoigne que Modigliani a tenté de s'imposer sexuellement sur le modèle. Macedo évoque cet épisode à travers une allégorie d'une satyre Yves qui poursuit une nymphe. Mais selon notre terme moderne, cela évoque une tentative d'agression sexuelle. Bien que la jeune femme ait échappé de justesse, elle était forcée de se cacher nue dans le cours de Cité Falguière. Je suis désolée que mon discours a pris une direction assez sombre, hein? Mais parfois, nous chercheuses, nous trouvons des choses qu'on ne cherchait pas. C'est également le cas pour le dernier passage de Macedo que je vous souhaite présenter aujourd'hui, parce que Macedo quand Macedo parle de l'amitié entre Modigliani et Zelkine. Bien que les mémoires de Zelkine évoquent une amitié rapide avec Modigliani, Macedo suggère que leur relation était beaucoup plus acerbe, au moins au début. Il est décrit une promenade avec Modigliani après un déjeuner ensemble, lorsqu'il croise Zelkine et son chien dans la rue. Et Modigliani raconte: et en croisant de nouveau la rue Falguière avec le sculpteur Zelkine, qui était aussi un habitué de la cité, Modigliani me soufflait à l'oreille une plaisanterie à son sujet, de peur que le chien alsacien de Zelkine ne remarque le commentaire sur son maître. Macedo continue. Zelkine était encore un pauvre juif, sans clientèle en Amérique, ni article signé par Raynal. Ses sculptures taillées dans les troncs durs des chênes rassemblaient des totems, ou dans les pierres brutes des basaltes, gisaient dans son atelier sans espoir d'acheteur, ni page dans les magasins chics pour les réclamer. C'était impatiente, ignorée, la bouste droite comme un réverbère, les chaussures déformées, la pipe fermement serrée entre les lèvres, le peau rougeâtre et les mains calleuses. Il poursuit sa vie et ses chemins attachés par une chaîne à son bâtard. Et il continue en plus. Mais pourquoi Macedo a été exprimé cette négativité à propos de notre cher Zelkine? Est-ce que c'est plutôt une réflexion de ses opinions? Est-ce que Modigliani avait vraiment des sentiments comme ça? Comme l'exposition actuelle souligne très très bien, les mémoires, en général, sont des documents à la fois fascinantes, mais aussi très problématiques, hein. Bien sûr, elles incluent souvent des exagérations ou certaines fabrications factuelles. On sait bien que dans le mémoire des Zelkine, son propre chronologie personnelle était très peu fiable et il arrivait parfois à même inviter des fêtes. Donc, si c'est vrai pour Zelkine, peut-être c'est aussi vrai pour Macedo. Ça, je peux pas dire, hein. Bon. Et pourquoi? Mais bon, une autre question que ça me pose. Pourquoi Macedo a décidé d'écrire ses mémoires en 1930, 16 ans après qu'il a vécu ici? Et en effet, étant donné la date de la publication des textes de Macedo, c'est-à-dire octobre 1930 en Portugal, je soupçonne fortement que ces mémoires de la cité Falguière ont été inspirés par la lecture du Paris Montparnasse Journal, qui était publié en février 1930, où Zelkine et bien d'autres, en Salmon et d'autres, sont été invités à partager leurs réflexions sur Modigliani, même si Modigliani était décédé 10 ans avant. Bien que le texte de Macedo ne modifie pas fondamentalement notre compréhension de leur amitié, il montre comment l'exploration des sources moins connues, comme celui de Macedo, peut apporter plein de choses pour notre compréhension de l'ambiance de cette cité Falguière et l'école de Paris aussi. Et je vais juste conclure avec une petite citation que j'aime de Macedo. Il explique ses expériences à l'époque, ce Paname d'avant-guerre, pittoresque et tranquille, déjà cosmopolite, mais encore profondément français. Merci beaucoup pour votre attention.
Voilà. Bah, un petit commentaire. Plus tard. Bon. Ok, on va passer à un autre sujet. On va se consacrer, on va s'éloigner de la peinture et on va faire une sorte de zoom ou de focus sur une petite communauté à Paris, la communauté polonaise. Donc, je voulais d'abord remercier mes collègues d'avoir replacé Modigliani dans le contexte du creuset international qui était Paris, et en particulier Montparnasse, au début du XXe siècle. Je vais vous parler d'un fait qui, s'il n'est pas vraiment occulté, il est souvent minimisé, faute d'archives surtout. C'est celui des affinités de l'artiste italien avec des Polonais, et notamment de l'apport des Polonais dans la reconnaissance et la promotion de l'art de Modigliani. En observant les portraits, que d'ailleurs devant vous, réalisés par Modigliani, on est frappé par la fréquence avec laquelle certains visages y reviennent. C'est notamment le cas d'un bel homme barbu, le marchand et poète, Leopold Zborowski, dit Zbo, vous l'avez à gauche, et de son élégante compagne Anna, dite Anka, et d'une jeune femme au charme particulier, Lunia, leur confidente et amie. Tous trois étaient polonais, installés à Paris, et faisaient partie de ce qu'on appelait la colonie artistique polonaise, un groupe diversifié, fluctuant et toujours animé, comptant plusieurs dizaines de membres en même temps. D'ailleurs, selon mes recherches, environ 700 artistes polonais ont fait un séjour au moins d'1 an dans la capitale française entre les années 1890 et 1920, ce qui est assez important. Et d'ailleurs, pourquoi cette importante présence polonaise à Paris? Puisque depuis la fin du XVIIIe siècle et les derniers partages de la Pologne entre la Russie, l'Autriche-Hongrie et la Prusse, les Polonais se retrouvaient sans État propre. Ils vivaient sur un territoire morcelé, privé d'indépendance politique, surexploité économiquement par les puissances occupantes et soumis à des restrictions des libertés politiques, religieuses et culturelles, visant surtout à effacer leur identité nationale. Paris, aspirant dès les années 1880-90 au statut de capitale intellectuelle et artistique mondiale, offrait des opportunités exceptionnelles de formation, d'exposition et de stimulation artistique. La ville devenait un refuge pour les élites intellectuelles et créatrices polonaises, attirées par la liberté de toutes sortes qu'elles y trouvaient. Elles venaient y exprimer librement leur patriotisme, se rassembler pour soutenir la cause de l'indépendance, tout en établissant les liens avec les cercles français et internationaux. L'un des premiers Polonais à entrer dans la vie de Modigliani était Moïse Kisling, né en 1891 à Cracovie et formé à l'Académie des Beaux-Arts de la même ville. Il arrive à Paris au tournant de 1910-11, extrêmement sociable. Il vit brièvement au bateau Lavoir à Montparnasse. Les critiques et marchands, polonais également, Adolphe Bassler, les prend sous son aile. Kisling fait la connaissance d'André Salmon, des Picasso, de Juan Gris, des Max Jacob, c'est-à-dire de tous les piliers du nouvel art, soit déjà à Paris où il exposa dans divers salons, soit lors d'un séjour à Céret dans les Pyrénées en 1912 ou 13. En 1914, un duel que vous avez dans la petite photo à gauche, donc un duel au sabre avec un autre peintre polonais, Leopold Gottlieb, au Parc des Princes, les rend célèbres dans tout Paris. L'événement ayant été filmé et passé comme une chronique dans les cinémas. Et Modigliani aurait rencontré Kisling dès 1913 avec donc Ossip Zadkine, Fujita et Soutine.
Lorsque la guerre éclate, Quisling rejoint les détachements polonais de la Légion étrangère, mais une grave blessure en 1915 à Carency le réforme. De retour à Paris, il survit en vendant les œuvres de ses amis, notamment celles de Modigliani, de Soutine et de Picasso, avant de recevoir un héritage inattendu d'un Américain, architecte et aviateur, mort au combat. Et ce qui d'ailleurs a grandement aidé Quisling et lui a permis d'être particulièrement généreux par rapport à ses collègues. Quisling partage donc son atelier avec Modigliani, l'aide dans cette période difficile et participe avec lui à la première exposition Lyre et Palette en 1916, où Modigliani montre plus de 20 œuvres, dont 2 portraits que vous venez de voir de Quisling. Picasso et Matisse y exposent également leurs œuvres et Paul Guillaume sa collection de sculptures africaines. Enfin, notons également la participation du peintre chilien dans cette exposition, Manuel Ortiz de Zárate, qui fit connaissance de Modigliani déjà en 1904 en Italie, à Florence en fait, puis les retrouva à Paris. Ortiz, qui était marié avec une peintre polonaise, Edwige Piechowska, fit donc partie de cette petite bande polonaise autour de Modigliani. C'est Quisling qui présente le jeune poète Leopold Zborowski à Modigliani, soit à l'exposition dont je viens de parler, donc Lyre et Palette, soit même plus tôt, en 1915, à l'occasion de l'exposition chez Germaine Bongard, donc la femme de Paul Poiret, dans sa boutique rue des Penthièvres. Ça, c'est la recherche en cours, en fait. La rencontre entre les poètes et les peintres est décisive, car Zborowski, conquis par l'art de Modigliani, s'improvise marchand pour finalement devenir une figure majeure de la scène artistique parisienne entre les deux guerres et fait la promotion des artistes d'avant-garde que des grands, Utrillo, Soutine, Derain, Quisling et bien sûr Modigliani. En terminant les passages sur Moïse Quisling, je voudrais vous recommander une très belle exposition qui lui était dédiée en ce moment et qui évoque aussi Modigliani au musée Villa La Fleur dans les environs de Varsovie, donc en Pologne. L'exposition fermera le 31 janvier 2025, donc vous avez le temps d'y aller. Il fait un peu froid, mais les hivers en Pologne sont un peu rudes, mais c'est pas grave. Elle est très belle, je l'ai vue. Zborowski, né en 1889 dans une petite ville des confins de la Pologne, aujourd'hui en Ukraine, était issu, selon certains, vous voyez les problèmes d'archives, donc selon certains d'une famille terrienne, selon d'autres d'une modeste famille juive polonaise. Étudiant à Cracovie, il fréquente un jeune anarchiste, Kazimierz Czechowski, qu'il rejoint à Paris en 1913 avec l'intention de continuer les études de la littérature à la Sorbonne. Tout comme Quisling, il adhère à la Société des artistes polonais à Paris. Pendant la guerre, Zborowski, sujet autrichien à cause du partage de la Pologne, est frappé par la mesure d'éloignement de Paris. Il y revient en 1915 et se réinvente comme critique d'art et courtier en art et livres anciens. C'est aussi à ce moment-là que Zborowski se lie avec une certaine Anna Sierzpowska, dont je parlerai plus longuement, une Polonaise de bonne famille. Grâce à Quisling, le couple s'installe dans un appartement aux 3 rue Joseph Bara, un bâtiment qui abritait dès 1911 de nombreux artistes dont Quisling lui-même, le Norvégien Per Krog ou encore le collectionneur Jonas Netter qui achète lui aussi des œuvres de Modigliani. Zborowski signe un contrat avec Modigliani en 1916, dès que ce dernier ne fut plus lié avec son précédent marchand Paul Guillaume. Les rapports entre l'italien et le polonais, l'âme slave
oblige, se font plutôt sur une relation émotionnelle qu'économique et calculatrice, même si les clauses sont bien chiffrées. Les marchands payent aux peintres un, entre guillemets, salaire de 20 à 25 francs par jour, ses fournitures et l'approvisionnent en modèles en échange de toute la production. Les marchands toujours mettent à la disposition du peintre l'une des pièces de son appartement. À court d'argent, Zborowski ne peut pas se permettre de payer des modèles professionnels. Il pose lui-même et fait poser pour Modigliani les personnes de son entourage, ce qui explique la fréquence des portraits de Zborowski, de sa compagne Anna et de leurs amis. Les Zborowski prennent soin du confort matériel du peintre italien, mais aussi de son bien-être psychologique, autant que possible. Ils lui trouvent un atelier au 8 rue de la Grande Chaumière et les rendent habitables par leurs soins. En décembre 1917, une exposition Modigliani a lieu à la galerie Bertweil à Paris. Elle a été organisée, selon certains, à l'initiative de Zborowski. Selon d'autres, cet événement était dû uniquement à la marchande. Comme vous le savez, le nu de Modigliani, placé dans la vitrine, provoque un scandale. La police intervient et demande de décrocher les œuvres. Les résultats de l'exposition se résument à la vente de 2 dessins. C'est un peu maigre. Bertweil achète 5 tableaux par pitié pour Zbo. Même si le résultat a été limité, il faut quand même souligner le fait que c'était la seule exposition individuelle de Modigliani de son vivant. Lorsque la santé de Modigliani empire, les marchands financent le séjour de la petite famille, qui d'ailleurs allait s'agrandir, dans le sud, aux environs de Nice, et c'était en 1918-19. Les marchands prennent aussi soin de sa fille, Jeanne, dès qu'elle est née, et il est au chevet d'Amedeo durant sa maladie. Finalement, c'est lui et Kissling qui vont organiser les obsèques de Modigliani. Dès 1916, à la demande de Modigliani, ça c'est les Zborowski, c'est ça ce que je cherche. Donc, dès 1916, à la demande de Modigliani, Zborowski promeut également la peinture des soutines, même s'il n'aime pas les personnages et ne croit pas, du moins au début, en sa peinture. Il signe un contrat avec Soutine en 1919. En septembre 1919, Zbo organise une exposition de Modigliani et d'autres peintres français, parisiens disons, à la Mansard Gallery à Londres. Il y vend quelques toiles, dont un portrait de Lunia. Puis il s'occupera de la vente des tableaux après la disparition du peintre italien, notamment la vente au Dr Barnes en 1923 par l'intermédiaire de Paul Guillaume. Puis, il organise 2 expositions posthumes de son œuvre, l'une à la Galerie Lévesque en 1921, l'autre avec Francis Carpo, donc les collectionneurs, hommes de lettres, collectionneurs de Modigliani, en 1924. Les œuvres de Modigliani seront toujours en vente, mais surtout les dessins et des tableaux, et Zborowski n'en avait plus, dans la galerie que Zborowski ouvre au 26 rue de Seine en 1926. Passons maintenant aux femmes. Anka Zborowska a secondé son compagnon dans son activité de marchand. Ici, comme je l'ai déjà dit, d'une noblesse polonaise appauvrie, elle vient à Paris en 1910. Restant toujours dans l'ombre, elle est un soutien clé pour son compagnon et une muse importante pour Modigliani, posant pour une quinzaine de portraits. D'autres artistes dont le couple s'occupe, comme Kissling, Derain, Utrio ou Fujita, ont également réalisé des portraits de cette belle femme dotée d'une intelligence supérieure.
C'est aussi Anna qui s'occupe de la galerie lorsque Sbo, malade, n'en est plus capable. Et c'est aussi elle qui prendra la décision de la fermeture de la galerie. Anna a écrit des mémoires au sujet de la relation entre Modigliani et Zborowski. Conservés dans sa famille, ils ont été publiés seulement en 2015, presque 40 ans après la mort de leur auteur. Et presque 100 ans après la mort de Modigliani. Sans apporter des éléments qui pourraient changer fondamentalement les récits, ils ont le mérite de présenter la relation entre les marchands et l'artiste dans une perspective très personnelle. Une autre femme très importante pour Modigliani, c'est Lunia Tchaikovska, née Ludwika Makowska, épouse de Kazimierz Tchaikovsky, un ami de Zborowski que j'ai déjà mentionné. Elle voit le jour donc en 1894 à Varsovie dans une famille modeste, socialiste et anarchiste. En 1913, elle s'installe à Paris, donc elle rencontre Tchaikovsky qu'elle épouse en 1915. Et c'est son mari qui l'introduit dans le cercle de Zborowski à travers lequel elle fait la connaissance d'Amadeo Modigliani. En 1917, Tchaikovsky, donc le mari, quitte Paris pour rejoindre la révolution russe d'octobre, confiant sa femme aux soins de ses amis. Soldat de l'armée rouge, il disparaît en Sibérie en 1920. Lunia, qui apprendra sa mort beaucoup plus tard, est très proche de Modigliani. Elle lui sert de modèle pour plusieurs toiles. Il semblerait que Modigliani soit amoureux d'elle d'une façon platonique. En tout cas, après la Deuxième Guerre mondiale seulement, elle partage ses souvenirs avec Ambrogio Ceroni, qui les consigne dans son livre Amedeo Modigliani, peintre, publié en 1958. Et ces souvenirs ont joué un rôle majeur dans la construction de la légende de Modigliani en tant que peintre maudit. Quelques autres Polonais, souvent des artistes, ont également été immortalisés par les peintres italiens. Pierre-Édouard Baranowski, dit Barra, dont on ne sait pas grand-chose, Simon Monzin, mais aussi les critiques et marchands d'art Adolphe Basler, ou les poètes et critiques Guillaume Apollinaire. Pour conclure, comme nous l'avons vu, le cercle polonais a joué un rôle important, pour ne pas dire crucial, dans les dernières années de la vie et de la carrière de Modigliani. Ces sujets restent toutefois insuffisamment explorés et toujours méconnus, notamment en raison du manque d'archives, en particulier celles concernant les Zborowski. Mais je garde cependant l'espoir que l'intérêt croissant pour Modigliani, un renouveau d'intérêt pour Modigliani, dans divers contextes, incitera les chercheurs et les musées à approfondir cette voie. Et j'espère que la technologie va nous grandement aider. Merci beaucoup. Alors, merci à toutes les femmes, évidemment. Si certains ont des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, que ce soit sur le lieu ou ce que mes collègues viennent de nous raconter, ce que vous avez pu voir aussi. En attendant que les questions vous viennent, j'en profite rapidement pour un peu de publicité. Donc juste derrière, juste ici, vous trouverez les flyers de la Fondation du Patrimoine, parce que l'atelier dans lequel on est actuellement, comme vous pouvez le voir, a quelques petits défauts de construction, parce qu'il n'a pas été Entretenu. Il n'a pas été modifié. Il n'y a pas eu de travaux majeurs dans le lieu depuis 150 ans, donc depuis sa création. Et on essaye aujourd'hui avec l'association Love Art de restaurer le lieu pour que les artistes contemporains qui logent à l'atelier dans la résidence aient en fait accès à quelque chose de plus confortable. Donc la Fondation du Patrimoine nous aide notamment à restaurer les verrières et les façades. Et là, donc on a vraiment besoin d'aide. Donc si jamais vous avez la possibilité, c'est très généreux de votre part. Vous avez le QR code ici, sinon si vous êtes
ultramoderne, c'est comme vous préférez, ou alors directement aux associations pour soutenir notre production et notre activité. En tout cas, merci à tous d'être venus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Voilà. Merci. Attention, après c'est terminé. Donc, écoutez, merci beaucoup. Et puis encore un gros bravo.